Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix et Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission et cette question. L'école de la République est-elle dans l'impasse? Et oui, on vous repose la question. Une chose est sûre, elle est en tout cas dans un sale état. Dans son ouvrage, Éducation face à l'impossible, Patrick Coste dresse un constat implacable en surface comme en profondeur sur les fondements de l'école. Fini le respect, la crise d'autorité, c'est l'un des défis majeurs auxquels doivent faire face nos enseignants aujourd'hui. Pourquoi le renversement de cette dissymétrie est-elle inquiétant? Comment changer la donne? Élément de réponse, là aussi, avec notre invité dans un instant. Et puis, vous le savez, dans le mag, il y a une loupe, et la loupe, c'est avec Alix. Oui, je vous parle de Logbook, une solution qui entend faire de la correction de copie un moment privilégié entre l'enseignant et l'élève. Ce sera au cœur de l'expression orale que voici. Bonjour Patrick Coste. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ancien cadre du ministère de l'Éducation nationale, professeur de philosophie, j'allais dire ex, mais en fait on l'est à vie, professeur de philosophie et auteur, je le reprécise, de l'Éducation face à l'impossible. C'est aux éditions Delga. Monsieur Éducation nationale, c'est un petit peu vous. Vous avez fait à peu près toute votre carrière là-bas, non? Combien de temps? Alors juste pour donc une quarantaine d'années, puisque je suis à la retraite et que c'est à peu près le forfait actuel, s'il reste en l'état. J'aime bien ce terme de forfait. 40 années où j'ai assuré 5 métiers dans l'éducation nationale. Instituteur, CPE aux centres sensibles, professeur de philosophie, personnel de direction, pilote de l'académie dans le domaine de la culture et formateur en formation continue. Donc j'ai balayé plusieurs champs. Et c'est important par rapport à le rendez-vous que nous avons aujourd'hui, pour parler de ce livre, parce que je suis d'abord un praticien. Dans une formule un peu familière, j'ai l'habitude de dire que je suis un peu un 4x4 de l'éducation nationale. Un peu tout terrain, quoi. Hein. Voilà. Mais au demeurant, le travail que j'ai proposé n'est ni biographique, ni descriptif. Ce sont des situations, et ce sont des situations qui sont analysées. Donc par conséquent, je vais employer un gros mot. C'est ce qu'on appelle en philosophie de l'empirisme transcendantal. C'est-à-dire que l'on part de la situation rencontrée, de la rencontre, et on essaye d'en déduire les causes et les conditions. Voilà. Et donc, c'est vraiment un travail d'archéologie des situations, un petit peu, pour ceux qui connaissent, dans la continuité, dans les pas de Michel Foucault, qui avait travaillé les techniques du pouvoir, le fonctionnement de la société, mais selon la méthode de l'empirisme transcendantal. On va parler bien sûr de l'échelle des pouvoirs dans un instant, mais c'est le livre d'un professionnel en colère, d'un professionnel inquiet, d'un professionnel frustré? Alors, je crois que dans l'état actuel des choses, je vais dire dans une formule, mais il me semble que si on n'est pas en colère, en ce moment de là où nous en sommes par rapport au fonctionnement de l'éducation, dans l'Hexagone et au-delà, parce qu'il ne s'agit pas de fixer comme ça la critique sur des situations, c'est un phénomène qui est très très large, mais il y a quelque chose qui se passe mal. Nous avons un problème et nous n'avons pas les réponses. Donc quand on est dans une situation comme ça, on est un petit peu psychologiquement dans un état un peu limite quand on veut faire son travail. Donc on peut l'appeler une colère. Donc c'est effectivement un affect de départ. Mais ensuite, je dois dire qu'au-delà de la colère, l'intention de ce livre n'était pas de faire de la philosophie très conceptualisée, très spéculative, ce que j'aurais pu faire. C'est une intention qui est une intention politique. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé des concepts de philosophie, mais que j'ai essayé quelque peu de détendre. Dans ce livre, bien sûr, il est beaucoup question de savoir, mais aussi de pouvoir. Qu'entendez-vous par échelle de pouvoir et quelles sont leur structure, leur dynamique? Ce que je crois, c'est que d'abord, pourquoi s'intéresser au pouvoir? Parce que c'est un sujet un peu classique, un peu rabattu, même dans les années 70, 80, tout le monde y est passé. Mais il n'empêche que passer par les pouvoirs, ça permet de rentrer dans les formes de représentation, dans les formes d'organisation, les formes de comportement qui abordent l'apprenant dans cette institution. Voilà.
Le pouvoir, c'est pas une sorte de position centralisée qu'il s'agisserait par un jeu de massacre de renverser. Le pouvoir aussi, il est du côté des servitudes volontaires. Et il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir sans les servitudes qui s'y adaptent. Donc c'est vraiment une dialectique entre les acteurs et la hiérarchie. Et tout le monde est concerné par ces formes-là. Donc c'est très multiple, un agencement multipolaire. Et j'ai essayé donc de traverser ces polarités de telle manière à gagner une sorte de lucidité de ce maillage, de cette complexité. Telle était l'intention. Par métaphore, si vous voulez, pour que ce soit un peu simple à appréhender, c'est un peu comme si j'étais un agent immobilier et que je passe de pièce en pièce. Alors, je n'ai pas de concept englobant de la visite, mais de pièce en pièce, je fais cette analyse de situation et c'est par association entre les différentes pièces que finalement, à travers la lecture, on gagne une compréhension de ce maillage, de cette complexité de système. Tel a été le comment de l'écriture, au moins sur le versant pouvoir. Et libre à nous de rester, d'avoir une lecture effectivement ou en surface ou d'aller voir les fondements, les piliers. Absolument, parce que le livre, du fait de cette visite d'appartement, on peut tout à fait se contenter d'aller visiter quelques pièces. On peut parler du Conseil supérieur des programmes, de l'inspection générale, de la pédagogie par compétences. À chaque fois, ça va être une dimension qu'on peut aller visiter. Et là, on est dans une dimension d'information et d'une analyse d'un point. Mais le but, quand même, de l'opération, c'est cette traversée des formations de pouvoir sur l'ensemble qui permet en quelque sorte de lever l'écran. Et parce qu'on a levé l'écran, ça permet de poser le problème du réel de l'apprenant selon une autre perspective. Mais en quoi justement cette échelle de pouvoir, c'est bloquant pour l'école? Quelles conséquences? Et vous dites que ces pouvoirs, ils s'auto-reproduisent, c'est-à-dire? Je crois que c'est un classique. C'est-à-dire que le pouvoir a des techniques, des pratiques qui lui sont internes et qui donc par conséquent forment des sortes de corporations ou de niches de signification ou des niches de représentation. Et donc par conséquent, il y a toujours un phénomène automate en quelque sorte dans la formation de pouvoir. Il y a toujours un déphasage entre les formations de pouvoir et le réel qui cogne. Et aussi dans le mouvement des choses qui se passent, le réel cognant vient créer des failles dans ces organisations qui sont obligées de se rejouer, de se relancer. Sauf que là, nous sommes dans une situation où on est dans des grands écarts entre pouvoir et réel. On ne sait pas comment faire et ça craque un peu de partout. On est dans des états limites. Pour établir un parallèle, il me semble qu'on est dans une période où entre les rapports de l'État à la réalité qui nous concerne, on sent bien qu'il y a des déphasages, des inadéquations qui se sont faites, qui nous mettent dans des situations difficiles. C'est un exemple large, mais qui est analogique à ce qui peut se vivre dans tout système, dans tout fonctionnement de pouvoir. Et nous, là, on est en situation de crise entre les rapports de pouvoir et les réalités. Et pour parler plus concrètement, vous dites que vous avez fait un travail presque archéologique, donc des situations bien définies. Est-ce qu'on peut retenir des idées principales sur ce qui va mal, en fait? Alors, puisque c'est sur l'analyse des pouvoirs, il faudrait presque passer par quelques exemples. Oui. Pour voir de quoi il s'agit finalement. Alors, on peut prendre par exemple, j'ai été chef d'établissement, comment on pilote un établissement. On lui suppose, et de plus en plus dans le discours, une autonomie. Et il y a un comment de ce pilotage de cette autonomie. Les chefs d'établissement sont formés pour conduire cette autonomie. Et j'ai été moi-même très longtemps formateur de chef d'établissement. Donc je sais à quel point ce discours fait partie des rouages de la mise en œuvre. Alors, un chef d'établissement dans son établissement, il dispose d'un certain nombre d'indicateurs. Alors, la question, c'est d'où viennent ces indicateurs. Ces indicateurs, si on en fait une généalogie,
On voit qu'à l'origine, ils sont une émanation du monde de l'entreprise, qui était dans des réflexions chiffrées par rapport à la productivité et les résultats. Et c'est cette logique-là de la performance au résultat qui a été transportée dans le service public. Il suffit de lire la loi des finances, la LOLF, par exemple. C'est absolument nourri d'un nombre incalculable de stratégies, d'indicateurs qui permet de mesurer la performance du service public. Et le cadre, les cadres aux fonctionnaires de l'État ont été complètement formés à cette logique des indicateurs, et puis c'est descendu dans l'encadrement au niveau des petites unités, donc des établissements. Et donc on aborde les enseignants avec cette logique d'encadrement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de présenter des résultats par rapport à des ensembles, par rapport à des échelles plus larges. L'établissement par rapport au département, le département par rapport à l'État, les mathématiques par rapport à ce qui se passe dans le département, etc. Et c'est 20? Et c'est 20 parce qu'on suppose que les enseignants vont rentrer dans cette pensée de l'encadrement, de ces échelles-là, alors que leur travail est ailleurs. Et il n'est pas de cet ordre-là. Le lendemain de l'Assemblée générale, où il y a la présentation des indicateurs, où on a supposé qu'on allait faire rentrer les enseignants dans cette logique-là, leur préoccupation, c'est la prise en charge de la classe, une charge mentale par rapport à une multiplicité d'élèves qui occasionnent des difficultés de perception. Et donc, par conséquent, ils sont mobilisés dans cette dimension-là, et très loin de cette logique mathématique chiffrée du résultat. Et d'ailleurs, quand ils abordent la classe, très souvent, la façon dont ils parlent avec leurs collègues des résultats, c'est pas quelque chose qui est dans une technique très précisée, où on va mesurer des objectifs derrière qui vont être liés à la précision des indicateurs qui ont été posés. C'est souvent des appréciations empiriques et synthétiques par rapport au global, et c'est avec ces instruments-là qu'eux, ils travaillent, et donc on voit bien qu'il y a un écart entre cette logique des indicateurs et la manière dont la plupart des enseignants travaillent. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui rentrent là-dedans. Ouais, bien entendu, il y en a toujours qui sont dans l'orthodoxie de ce qu'on leur demande. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui la contournent et qui procèdent autrement. Alors comment on change cette culture des indicateurs, par exemple? Alors, on commence par où? Parce qu'on dit toujours qu'il y a le mammouth et que le mammouth... Déjà, ce n'est qu'un exemple d'information des pouvoirs, parce qu'on pourrait parler des compétences, de tas de sujets. Les cooptations. Déjà, il y a une donnée très simple, très prosaïque. C'est que si on fait ça, on ne fait pas autre chose. C'est-à-dire qu'on polarise les esprits sur ce type de mesures. Bon. Il y a une autre façon d'évaluer une situation. C'est que l'on place les gens en situation de discussion des problèmes tels qu'ils les ressentent et tels qu'ils les vivent dans une situation. Et qui, parce qu'ils sont dans ces échanges-là, conceptualisent du sens par rapport aux problèmes qu'ils ont. Et parce qu'ils sont dans une appropriation de la formulation de leurs problèmes, à ce moment-là, on est dans une démarche qui est une démarche incarnée. Il y a très loin de la présentation mathématique des situations et l'incarnation d'une situation dans laquelle on éprouve un certain nombre de problèmes sur lesquels on veut avancer. Et je vais un petit peu plus loin. On sait qu'on est dans une situation où... dans l'éducation nationale, il y a un problème de reconnaissance. Les gens ne se sentent pas reconnus. Et il y a beaucoup de raisons de ce déficit de reconnaissance. Pas assez payé, pas assez soutenu, pas considéré. Bref. Or, c'est dans l'éducation, dans l'enseignement, la reconnaissance, que ce soit du côté des élèves que du côté des enseignants, c'est vraiment un foyer qui génère les rapports à la transmission. On a besoin, c'est un milieu où on a besoin particulièrement de reconnaissance mutuelle entre les uns et les autres. Ces stratégies d'indicateurs, c'est toujours des stratégies de la comparaison. Et donc, quelque part, il s'agit de se situer en plus et en moins par rapport à une pratique que l'on a. Ce n'est pas une pratique de la reconnaissance, c'est autre chose. Pour être dans des pratiques de la reconnaissance, il faut déjà accepter dans la présentation de son travail
les fragilités et les vulnérabilités dans lesquelles on est. Et parce qu'on les partage et qu'on leur donne du sens avec les autres, là on retrouve de la valeur. Et on a besoin de ces discussions de valeur entre les personnes pour construire de la confiance et de reconnaissance. On a un ministre qui nous a parlé d'éducation de la confiance. Blanquer, c'était vraiment une de ces thématiques phares. On est quelque part, il y a un problème de légitimité, de défiance, de partage entre les uns et les autres. Retrouvons la confiance. La confiance, c'est une construction. C'est une construction de valeurs partagées. Et je fais l'hypothèse que la mathésis universaliste des indicateurs, dans sa logique froide de comparaison, n'est pas une logique qui ouvre à une dimension de confiance et de reconnaissance. Voilà pour cet exemple. Mais il y a toutes les autres pièces de l'appartement. Et typiquement, pour cet exemple, vous donnez, pour pratiquer la confiance, vous donnez des pistes. Je crois que par rapport au management, ça implique, quand on est dans une situation de réunion, une capacité du chef d'établissement, par exemple, c'est une posture, à laisser les autres soulever et poser des problèmes. Voilà. Ce qui, dans le rapport de maîtrise dans la conduite, implique une certaine retenue et sobriété par rapport au dialogue que l'on peut avoir avec les interlocuteurs. Et ensuite, le pilote est là, à ce niveau-là. S'il y a des problématisations qui s'expriment, il doit les laisser être. Ça veut dire une position moins verticale du chef d'établissement. Beaucoup moins dans la conduite commandée et beaucoup plus dans une pratique ouverte des expressions. Déjà, ça définit la posture. On parlait de management participatif, qui est venu aussi de concept de pilotage de l'entreprise. Mais le management participatif, il a un horizon qui est celui de l'indicateur et du résultat. Donc la finalité, finalement, elle est instrumentalisée par les objectifs que l'on se donne. Ce que je suis en train d'expliquer comme type de dialogue, c'est un dialogue ouvert, qui nécessite dans la stratégie de la réunion de savoir faire des moments de synthèse, de savoir traduire ensuite les problématisations en concept, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut définir le sens des problèmes que l'on est en train de poser. Et c'est à partir de là, par cette incarnation, pour reprendre un mot que j'ai exprimé, que l'on peut développer ensuite des stratégies d'objectifs par rapport aux possibles des situations pratiques avec tous les moyens dont on dispose. Mais ce que je viens d'expliquer sur cette formation de pouvoir, les effets pervers dont j'ai expliqué par rapport à la mathésis et ce type de stratégie, je le répète, ce n'est qu'un exemple. Et je pourrais vous faire des analyses équivalentes sur la mission de l'évaluation des inspecteurs sur les enseignants, sur la pédagogie par compétence, comment elle est venue, quel sens elle a. Quand on interroge toutes ces formations-là, mon travail a consisté à montrer en quoi on était dans des formations de pouvoir qui ne répondaient pas à ce que je suppose être le réel tel qu'il devrait être pensé. Ça, c'était notamment pour l'échelle des pouvoirs. On parlera de la crise d'autorité dans un instant, juste après la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Alix, et si la correction des copies, est-ce que je lis bien, devenait un moment privilégié entre enseignants et élèves? Qu'est-ce que c'est que cette... Eh bien, c'est en tout cas l'objectif de Logbook, lancé en septembre dernier, une plateforme numérique avec un objectif double, assister les enseignants dans la correction des copies et permettre une interaction plus humaine avec les élèves, et ce, grâce, paradoxalement, à un système d'intelligence artificielle. Il s'agit en fait de changer la façon d'évaluer grâce à un retour sur les devoirs plus personnalisé. Le constat initial et que le temps... Non, mais c'est vrai, c'est paradoxal parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais le résultat, c'est plus d'humanité. Donc, le constat initial, c'est que le temps consacré aux corrections se fait souvent au détriment d'un accompagnement plus personnalisé, plus individualisé, dans des classes souvent trop nombreuses. Les corrections sont chronophages et ne permettent pas aux élèves de progresser. Les annotations sont peu lues, mal comprises. Les notes perçues comme injustes, on s'en souvient, qui ne l'a pas ressenti. Logbook permet donc des corrections orales traitées par de l'IA pour individualiser l'enseignement.
On écoute Axelle Lermite, cofondatrice de Logbook. Elle nous raconte comment ça marche. Auparavant, j'ai travaillé 4 ans dans une association de lutte contre le décrochage où j'ai pris la mesure des difficultés des systèmes éducatifs, la chute des résultats, les fortes inégalités et surtout la fatigue des enseignants. Or, l'un des principaux facteurs de réussite scolaire, c'est la qualité de l'interaction entre le prof et l'élève. Donc quand on a demandé aux enseignants les problématiques qu'ils rencontraient au quotidien, ils nous ont répondu 2 éléments de manière unanime. La difficulté à accompagner chaque élève selon ses besoins et la frustration liée à la correction de copie qui prend énormément de temps pour finalement trop peu d'impact sur les progrès des élèves qui vont se concentrer sur la note. Donc Logbook vise à repenser la correction pour la rendre plus efficace, où l'enseignant va enregistrer à l'oral ses commentaires, ce qui lui permet de dire plus de choses en moins de temps et d'offrir à l'élève un retour qui est plus valorisant, plus compréhensible, plus complet que des annotations en rouge dans la marge. Et on le voit, les élèves en fait ont l'impression que l'enseignant leur offre une attention accrue et vont mieux comprendre leurs commentaires, comment progresser et gagner confiance dans leur capacité de réussir. Derrière, il y a une analyse qui est faite par de l'IA pour générer un suivi des compétences de l'élève, évaluation après évaluation. Donc l'objectif de Logbook, c'est vraiment de construire l'école de demain en donnant les outils aux enseignants pour offrir un accompagnement personnalisé à chacun de leurs élèves. Et voilà, elle l'a dit, les difficultés de chacun sont mieux identifiées par les enseignants. Et ce que je trouve particulièrement pertinent, c'est que ça valorise aussi les efforts des professeurs pour faire progresser les élèves. Et c'est précisément ce qui peut se révéler être motivant pour les élèves. Et puis ça permet aussi de renforcer le lien avec les familles, puisque les familles peuvent entendre le commentaire du professeur. Logbook est labellisé par l'Éducation nationale d'ailleurs. Et depuis septembre, déjà 300 enseignants ont testé Logbook, notamment pour des matières littéraires et scientifiques. Est-ce que ça vous parle, Patrick ? Oui. Ça me parle, parce que je pense que effectivement l'intelligence artificielle est susceptible de faire un grand pas par rapport à l'éducation. Mais d'abord une précaution. Je parlais tout à l'heure de la froideur des chiffres. La machine aussi est froide. Et il faut trouver les protocoles d'équilibre, de bonne mesure entre l'intervention humaine. S'il n'y a pas de désir, l'enseignement ne passe pas. Donc il faut qu'il y ait de l'affect. Et donc il y a des protocoles, bien sûr, à construire entre l'intelligence artificielle et la place à donner aux personnes et à l'affect dans la relation avec la machine. C'est une précaution déjà que je formule par rapport à cet apport qui va être immense de l'intelligence artificielle. Mais ça me permet de rebondir sur une autre dimension. La relation ? Je pense qu'on est dans une situation, et je pourrais peut-être m'en expliquer par rapport à l'évolution de ce qu'est l'apprenant, où les apprenants ne sont plus pris dans des formes générales de culture, de l'académisme, de savoir qui permet d'être dans des rapports de transfert sur des ensembles. On a affaire à des apprenants qui de plus en plus évoluent comme des singularités. Tous les élèves deviennent des cas et des exceptions, et je m'en expliquerai peut-être. Et donc l'intelligence artificielle, de ce point de vue, permet d'être au plus près de l'intervalle qu'il peut y avoir entre cette singularité, parce que la machine est susceptible de faire des calculs de la langue quotidienne, du discours quotidien de cet apprenant singulier, par rapport à un discours plus scientifique et plus académique. Donc effectivement, l'intelligence artificielle a un potentiel d'habiter l'intervalle entre la singularité et l'académisme, que dans l'état actuel des choses, un professeur, devant un groupe d'exceptions, se trouve dans une difficulté où il y a une part d'impossible. D'où mon titre d'ailleurs, l'éducation face à l'impossible. Et donc ce qui m'occupe d'une certaine façon, c'est de recréer les conditions de l'intervalle. Et donc par conséquent, l'intelligence artificielle, pour une part, pas seulement, et avec les précautions que j'ai exprimées en préalable, est susceptible de participer à habiter cet intervalle. Patrick Coste, vous parliez justement d'affect, on parlait de cette relation professeur-élève. On sait qu'on parle beaucoup ces dernières années
de ce respect qui s'est littéralement envolé et de cette dissymétrie qui s'est au final renversée. Quelles sont les conséquences de ce changement de valeur, de ce changement dans cette relation? Et surtout, quelles sont vos suggestions dans votre livre pour qu'on s'en sorte? Surtout pas les coups de menton. Surtout pas le raidissement de l'autorité, sous la forme des punitions augmentées ou de la mise à l'écart d'enfants qui seraient ensauvagés, dont on se dégagerait pour permettre à ceux qui seraient un peu dans la norme de pouvoir continuer à travailler. Donc déjà, si vous voulez, j'écarte cette formule qui doit vous rappeler un certain nombre de discours qui font partie du monde ambiant. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour j'ai l'habitude, pour ma part, d'essayer, avant d'aller sur une solution et une réponse, de creuser le problème. Et donc, vous avez compris que dans la première partie de mon propos, je déconstruisais un certain nombre de représentations. À partir de la déconstruction des pouvoirs, il s'agissait pour moi de me retrouver, de me déplacer dans la perspective pour essayer de comprendre le problème autrement. Alors maintenant, je vais essayer de m'expliquer sur ce que moi j'entends par crise de l'autorité. Alors que les auditeurs et spectateurs ne soient pas effrayés, mais je vais employer une formule un peu choc pour m'expliquer, qui est que nous sommes dans un monde qui pousse tous les individus à du plus de jouir. Pourquoi quel est ce monde-là? Si vous voulez, c'est le monde qui est poussé par une économie d'échange qui tire vers plus de profit, et donc inévitablement, l'offre et la demande tirent au niveau du désir vers un plus de jouir. Et donc on est dans une situation où finalement les enfants qui deviennent des apprenants sont comblés en quelque sorte de satisfaction et d'objets dans ce champ de l'échange qui est celui du plus de jouir. Et par là même, ils ne sont pas dans une situation d'une demande de quelque chose qui serait plus grand qu'eux, s'élever vers un savoir ou vers le maître, mais ils sont en quelque sorte forclos, barrés par cette dynamique du plus de jouir et par les satisfactions. Alors il y a une image assez simple que l'on peut donner de ça. Quand on est immergé dans les jeux vidéo, qui est une consommation, on est précisément dans cette saturation émotionnelle du plus de jouir. Et ça devient une psyché. Je donne une autre illustration. Dans la famille, aujourd'hui, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de représentation de l'enfant. Aujourd'hui, dans la famille, l'enfant devient le centre de référence de la durée de la famille, où des lignes de désir sont en train de se disperser. Et le fait qu'il soit placé au centre, les parents viennent servir au plus près de ces émotions de vivant, d'émotions, et donc ils participent à cette logique du plus... Il ne reste plus qu'une minute, j'aimerais entendre votre suggestion justement par rapport à ce bilan, à ce constat que vous avez dressé concernant cette crise d'autorité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rentrons dans la classe. Soyons un peu concrets, parce que j'ai l'impression d'être un peu là spéculatif et abstrait. Imaginez un enseignant qui est devant 37 élèves en lycée, 28, 30 en collège, qui sont devant des élèves qui ne font plus un groupe, mais qui est une composition de singularité de ces élèves qui sont un peu égocentrés par le rapport qu'ils ont à la satisfaction et à la jouissance. Et donc, le groupe d'une époque, on pouvait y travailler à 45. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler à 45. Ouais. Le silence qui s'imposait à 45 n'existe plus. Il a disparu. Donc, on réduit les classes? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour moi, première solution, si j'avais un seul conseil à donner à Mme Borne, technique, pratique, ce serait la réduction des effectifs. Bon. Ensuite, il faut trouver des profs. Après. Voilà. Et cette question de la réduction de la proximité, là, c'est un concept qui est très largement travaillé par la zone de développement proximal par Vygotsky.
Et donc j'ai beaucoup utilisé Vygotsky, qui est un pédagogue des années 30 de l'Union soviétique à l'époque, qui est un psychologue et pédagogue, qui a travaillé sur cette zone de développement proximal, qui me semble une façon de retrouver un rapport de dissymétrie dans la proximité entre le maître et l'élève, qui est perdu devant des singularités des assortis. Je déteste me couper un prof de philosophie, malheureusement. Le temps est imparti, je vois que ça n'arrête pas de sonner et qu'il faut absolument que je rentre. sonnerie, ouais. Nous avons fait un petit peu plus d'une demi-heure. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Pas du tout, au contraire, mais il aurait fallu plus de temps pour mais... développer effectivement, et notamment sur la crise de l'autorité, ça m'intéresse beaucoup. Patrick Coste, merci infiniment. L'éducation face à l'impossible. On espère que ça va être possible. Repenser les fondements de l'école. Je précise que c'est aux éditions Delga. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de School TV Le Mag. Ma chère Alix, je te retrouve demain. Demain. Avec encore un petit peu plus de voix. Oui. Allez, on y J'espère. va. Tout va bien.